Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Alors nous sommes aujourd'hui à la Commission européenne dans ses studios pour recevoir le numéro 2 de l'exécutif européen, un néerlandais, Frans Timmermans. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, chez vous, aux Pays-Bas, vous avez toujours milité dans le camp travailliste. Vous avez été longtemps ministre des Affaires étrangères. En 2014, vous êtes donc nommé à Bruxelles. Vous devenez premier vice-président. Vous secondez Jean-Claude Juncker, le patron de cette commission. Et c'est vous qui avez mené la négociation avec la Turquie pour ce pacte sur l'immigration. On va revenir d'ailleurs, bien sûr, très longuement avec vous sur cette question migratoire. Mais tout d'abord, on a envie de vous demander si vous avez un message spécifique à moins de 2 semaines d'un référendum britannique très attendu à adresser au peuple britannique. Ce que je vois à travers l'Europe, dans tous les États membres, c'est le souhait d'une grande majorité des Européens de retenir le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. C'est une question qu'ils doivent décider eux-mêmes, les Britanniques, entre eux. Mais quand même, ça pourrait aider quand ils savent que le reste de l'Europe espère vraiment que l'Union reste complète avec les Britanniques à bord parce qu'ils ont une contribution très très importante à faire. Et je crois que l'Union est plus forte avec les Britanniques et aussi le Royaume-Uni est plus fort en faisant partie de l'Union européenne. Alors, beaucoup d'Européens ont envie que les Britanniques restent, mais on voit bien que le non a de plus en plus de chances de l'emporter. Alors, il faut aussi s'y préparer. S'il y a divorce, c'est la Commission qui sera chargée de négocier les clauses de cette séparation, du jamais vu dans l'histoire de l'Europe. Comment est-ce que vous vous y préparez ? Bon, on verra. On doit attendre le résultat et puis après on verra. C'est-à-dire que vous ne faites rien ? Le traité prévoit dans l'article 50 la possibilité de quitter l'Union européenne. On le sait d'ores et déjà. Et puis on attendra la notification des Britanniques pour voir ce que nous ferons. Ce sera le Conseil européen surtout qui débattra du sujet juste après le référendum. Et on verra à partir de là quelle sera notre tâche. J'espère vraiment que notre tâche sera alors d'appliquer l'accord que le Conseil européen a eu avec David Cameron sur la réforme de la relation au sein de l'Union européenne du Royaume-Uni plutôt que de parler du départ du Royaume-Uni. Alors précisément, les députés et les politiques qui font la campagne du Brexit, c'est-à-dire pour sortir, eh bien, avancent que l'Union européenne est une structure politique dépassée. Vous êtes en charge de la simplification des institutions, un très grand chantier qui a été lancé par cette commission. Est-ce que vous trouvez que ce chantier a suffisamment progressé et suffisamment avancé pour justement convaincre les Britanniques qu'on prend le problème à bras-le-corps ? Oui, je crois. On a changé pas mal de choses. On a retiré à peu près 100 propositions. C'est quand même pas mal. On a aussi changé la façon de légiférer. C'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de gens qui ont la possibilité de donner leur opinion. On met toutes les propositions sur le net dès le début. Donc on a exactement fait ce que voulaient, entre autres, les Britanniques. Les résultats, bien sûr, on parle de légiférer, donc ça dure un certain temps jusqu'à ce que nos entreprises voient que vraiment les choses ont changé. Ça ne va pas aller d'ici fin juin. Mais en même temps, je suis absolument convaincu, d'ici 2 ans, 3 ans, on verra vraiment un changement dans le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, on voit que la défiance à l'égard de l'Europe grandit au Royaume-Uni, mais aussi dans d'autres pays membres. Elle est portée par les partis extrémistes qui en font leur miel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait ressouder cette maison Europe et comment faut-il s'y prendre puisque les modifications qui ont déjà faites, visiblement, elles ne sont pas sensibles au niveau des citoyens pour l'instant. Moi, je vois une Europe qui devrait être plus modeste, qui ne devrait pas tout le temps promettre des choses et puis ensuite ne pas les faire.
il faut quand même qu'on essaie de résoudre quelques problèmes qu'on ne peut pas résoudre à l'échelle nationale. La migration, c'est une question qu'on doit résoudre à l'échelle mondiale avec l'Europe comme acteur. Il faut aussi résoudre des problèmes. Le climat, l'accord de Paris, il ne sera qu'un succès si on agit conjointement en tant qu'Européens. L'économie numérique, c'est une chose européenne. L'union de l'énergie, c'est une chose qu'on doit faire à l'échelle européenne. On ne peut pas faire ça à l'échelle des États membres. Alors dans ce projet européen, il y a l'Europe des valeurs aussi, avec la Pologne, depuis l'arrivée au pouvoir du parti très souverainiste et populiste Droit et Justice. Bruxelles s'inquiète de sa mainmise, notamment sur le tribunal constitutionnel. Vous avez adopté un avis la semaine dernière, c'est-à-dire une étape de plus vers d'éventuelles sanctions. Est-ce que l'Europe irait, au nom justement des droits de l'homme, jusqu'à sanctionner l'un des siens ? On n'est pas là maintenant, parce que je suis en dialogue avec le gouvernement polonais, un dialogue positif. Ce qu'on voit maintenant en Pologne, c'est un conflit entre le tribunal constitutionnel et le gouvernement, un conflit qui dure et on doit mettre fin en Pologne à ce conflit, parce que le risque qu'on a, qu'il y aurait deux structures juridiques parallèles dans un pays membre, c'est pas bien pour les citoyens, c'est pas bien pour l'économie non plus, parce qu'on a besoin d'une clarté à travers l'Union européenne de la situation juridique. Donc, ce que la Commission essaye de faire, c'est d'aider les partis polonais de trouver une solution de ce conflit pour que le tribunal constitutionnel puisse fonctionner pleinement. Alors Frans Timmermans, vous étiez à Strasbourg mardi pour présenter la nouvelle stratégie européenne pour endiguer l'immigration clandestine qui provient surtout d'Afrique. Ce phénomène existe parce qu'il y a des passeurs, des criminels. L'un d'entre eux, un chef de réseau, a été arrêté récemment au Soudan et extradé cette semaine vers l'Italie. Une première pour l'Europe. Récit tout de suite de Inès Olagaray. 2 semaines après son arrestation à Khartoum, cet homme arrive en Sicile, sous haute escorte policière. C'est une arrestation particulièrement importante. Il s'agit de l'homme à la tête de l'une des organisations de trafic de migrants les plus complexes et les mieux organisées, à l'origine du transfert de plusieurs milliers de personnes vers le territoire italien. Surnommé le Général, cet Érythréen de 35 ans serait le chef de l'un des plus vastes réseaux de passeurs entre l'Afrique du Nord et l'Europe. C'est ici à Palerme qu'il sera jugé, dans un premier temps pour sa responsabilité dans le naufrage du 3 octobre 2013 au large de l'île de Lampedusa. Medani Yedego Mered est soupçonné d'avoir été le convoyeur de l'embarcation. Le bateau, surchargé, transportait 500 migrants, 359 ont péri en mer. Recherché depuis 2015, Yedego Mered aurait organisé la traversée d'au moins 7000 personnes. L'homme extradé a toutefois nié vendredi devant la justice italienne, diriger l'un des principaux réseaux de trafic de migrants en Méditerranée. Alors, cette extradition, c'est vraiment un progrès, puisque jusqu'à maintenant, il y a eu très peu d'arrestations de passeurs. Est-ce que les moyens mis en place par l'Europe sont à la hauteur des besoins quand Europol dit avoir identifié 40 000 personnes susceptibles d'être impliquées dans ces trafics humains ? C'est l'objet de notre proposition aussi d'augmenter la coopération avec les pays d'origine. Donc, pour pouvoir aussi coopérer en combattant les passeurs et les structures criminelles. On a l'intérêt de le faire parce que beaucoup de cet argent qui gagne avec ça peut aussi aller dans des mains des terroristes. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas laisser les passeurs créer un réseau criminel parce que, bon, je trouve complètement inacceptable qu'il y a déjà plus de 2000 personnes morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Donc il faut vraiment, vraiment intensifier cette lutte et c'est bien que les Italiens ont maintenant la possibilité de faire passer devant la justice un de ces criminels. Il faut vraiment faire passer plusieurs d'eux pour qu'ils sachent que ce n'est pas sans risque ce qu'ils font.
D'ailleurs, dans notre reportage, on voit bien que c'est un passeur qui est actif en Afrique. Oui. L'Afrique, justement, qui est le continent d'où proviennent maintenant la majorité des migrants illégaux vers l'Europe. Pour résoudre la crise migratoire, on le disait, vous avez proposé un nouveau pacte à ces pays d'origine ou de transit. Une aide au développement en échange d'efforts pour stopper la migration. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ces pays? Bon, quelles sont nos contraintes? D'un côté, on ne veut pas que des millions d'Africains viennent en Europe. On n'est pas capable d'avoir ce niveau d'immigration en Europe. De l'autre côté, on veut éviter que les gens meurent en Méditerranée. Donc, la seule solution, c'est d'avoir des accords avec les pays de provenance. Et là, je crois que ces pays aimeraient que leurs propres gens restent là pour contribuer au développement du pays. Mais pourquoi ces jeunes partent? Parce qu'ils ne voient pas de chance, d'opportunité, de développement dans leur propre pays. Donc si on peut, par des investissements, créer une économie plus favorable pour les jeunes dans ce continent très jeune, ce serait mieux. Et demander aussi la réadmission, par exemple, quand ils arrivent sur le territoire européen, on sait bien que 40% seulement repartent. La seule façon pour garantir pour le futur que l'Europe reste un continent où ceux qui fuient la guerre sont acceptés est de faire la distinction entre les réfugiés et les migrants économiques. Et les migrants économiques n'ont pas le droit à l'asile. Ils doivent retourner au pays d'origine. Pour les faire retourner, il faut des accords avec ces pays parce que très souvent, ils n'acceptent pas leurs propres ressortissants. Et n'ont pas les moyens aussi de les rapatrier parfois. Et on pourrait, pour les rapatrier, on pourrait donner les moyens. Mais en même temps, les pays doivent savoir que c'est une question très importante pour l'Union européenne et pour les pays membres et que cela aura une influence sur nos rapports avec ces pays. S'ils font leur travail avec nous, ça pourrait mener à une augmentation des investissements. S'ils refusent de faire leur travail, ça aura aussi des conséquences pour nos rapports. Alors dites-nous, ça c'est manier la carotte et le bâton, c'est un marchandage un petit peu, aide au développement contre une attitude plus ferme vis-à-vis des migrations. C'est assez tendancieux de lier les deux questions. C'est ce que vous reprochez les ONG et certains eurodéputés? Mais alors, je leur demande toujours, quelle est votre alternative? Certains disent qu'il faut accueillir tout le monde en Europe. Ce ne sera pas accepté par la population européenne, il faut être réaliste. Autres disent qu'il faut augmenter énormément les dépenses pour l'Afrique. Je serai d'accord, mais là aussi, on n'aura pas le soutien des États membres de l'Union européenne. Donc il faut faire ce qui est réaliste, mais aussi qui aide à résoudre ce problème. Et je crois qu'il n'est pas faux de dire aux États africains, c'est une question primordiale pour l'Union européenne. Sachez-le, travaillez avec nous au lieu de ne pas vouloir traiter de l'affaire. Vous promettez beaucoup d'argent communautaire aux pays ciblés, 8 milliards d'euros, et puis il y a aussi des investissements à la suite de ça. Vous croyez sérieusement que des pays ex-colonisateurs qui veulent préserver une influence sur le continent africain, je pense notamment à la France, sont prêts à jouer le jeu de cet argent communautaire labellisé UE? C'est aussi argent provenant des États membres. Mais ma question à eux serait, vous avez une réponse? Vous avez une solution? Ça marche, ce que vous avez fait depuis des années? Ou est-ce qu'on doit repenser notre politique? Je serais plutôt de ceux qui disent, il faut repenser notre politique, il faut coordonner ce que nous faisons entre États membres, il faut se débarrasser de cette idée post-coloniale. On a une responsabilité collective pour le futur de l'Afrique. L'Afrique, c'est notre voisin. Et le développement de l'Afrique, c'est le développement de l'Europe. Donc on a vraiment intérêt à créer une économie plus favorable en Afrique. C'est bien pour la migration, mais c'est aussi bien pour l'économie européenne parce que ce sont de nouveaux marchés. Sur le plan des principes, on a le sentiment que l'Europe est en train de sous-traiter sa politique migratoire à des pays tiers. C'est un peu ce qu'elle a fait en Turquie. On me reproche très souvent cet accord avec la Turquie. La Turquie est un pays avec de gros problèmes au niveau de la démocratie, au niveau de la liberté de la presse, etc. Des gros problèmes. Mais depuis l'accord, au lieu de 3000 gens qui traversent
la mer Égée chaque jour, il y a peut-être 50 qui le font. Au lieu de gens qui meurent en mer Égée, maintenant, personne ne meurt plus en mer Égée. L'accord a des résultats positifs pour la migration, mais aussi des résultats positifs du côté humanitaire. Des gens qui ne meurent pas, c'est une vie sauvée, c'est une vie qui continue et qui peut avoir une famille, qui peut vivre en santé, en prospérité. Sinon, sans accord avec la Turquie, on n'aurait pas ce succès. Oui, mais est-ce qu'il va tenir cet accord avec la Turquie, puisqu'on sait bien que le président Erdogan refuse de modifier sa loi antiterroriste comme lui demande l'Union européenne. Et donc certains pays membres commencent à grincer des dents et pourraient aussi se dire que cet accord, du point de vue de l'image de l'Union européenne, n'est pas très bon. Ce qu'on demande des Turcs, ça n'a pas changé depuis 3-4 ans. On n'a pas changé les critères. Et les critères doivent être remplis. S'ils ne remplissent pas les critères, il n'y aura pas de libéralisation des visas. Donc c'est assez clair. Erdogan le sait. J'essaie de ne pas suivre uniquement la rhétorique. Je suis les négociations. Et les négociations, toujours, vont d'une façon positive. Donc on verra bien. Mais les critères sont les critères. On ne les change pas. Frans Timmermans, pour terminer, parlons d'une Europe qui galvanise galvanise les foules, pardon. C'est l'Europe du ballon rond avec l'Euro 2016 qui se déroule en France sous très haute surveillance. Vous êtes confiant, ça va bien se passer ? Ah, je l'espère vraiment. Et c'est une grande fête pour tous les Européens. Il y a 24 pays. Malheureusement, mon pays n'est pas représenté, ce qui me fait beaucoup de chagrin. Mais voilà, on verra bien. Et il y a des équipes vraiment remarquables. Alors, vous avez dit 24 équipes, en effet, en compétition. Et à la fin, on a envie de dire, comme pour la zone euro, est-ce que c'est l'Allemagne qui gagne ? Je crois que c'est plutôt la France. Mais la finale, c'est la France contre l'Allemagne, je crois, hein. Et battre l'Allemagne, c'est toujours dur. Hein. On a l'expérience en tant que Néerlandais. Les paris sont pris, en tout cas, Frans Timmermans. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité. À très bientôt à tous.